ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Fatma Mbacké mu ñuy waxtaanalee buñ waxee démb wax ëllëg wax nañ 68 wax nañ 2012 waxee nañ démb kon nag mouridisme face aux défis politiques du futur ku wax démb wax tey war ngaa wax ëllëg nee na ëllëg itam am na ay jatan am na ay pakk am na ay jafe-jafe yu ca taxaw yooyu nag mouridisme nu mu ko waajalee ba yustu yooyu yëpp ñëwee mu mun koo dagg mu mun koo raasale bay romb ca mën a wéy kon wax nañ démb wax nañ tey ñu ngi ñëw ak Serigne Cheikh Fatma Mbacké mu waxal ñu ëllëg ndax ëllëg jar naa sédd falyatafaddal mashkuura. bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima. ñoo ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yépp di nuyu mbokk taalibe yi di jiital ci nuyoo bi sama kilifa yii fi teew di ci teg mbokk jullit yi fi teew yépp ak mbokk taalibe yi. xam naa danaa jégglu ci li ma nar a def waxtaan bi ci tàmbali ci français xëy na sax dana am magi murid yu ne xam naa Gaynde Fatma Mbacké moom mi ngi ci kanam ñoo xam ne ñëpp dégg nañ wolof muy làkki tubaab bi tuuru comme ni sëñ Moussa Ka di waxe waaye dinaa dama ci am ndigal ndax lépp jubluwaay bi moo di yaatal ginnaaw waxtaan yi lu ci bari def nañ ko ci wolof dañ ma sant ne naa def loo xam ne ci tàmbali ma def ko ci français ndax xëy na lu weesu jotaay bi am na ñoo xam ne ñu ngi seetaan ba ci télévision yenn yi wala boog ba ci bitim réew ci internet moo tax kon danaa tàmbalee sama exposé ci français ngir rek yaatal ndax mbiri Serigne Touba lépp lu ñuy waxtaan ak Serigne Touba léegi war nañoo wéy di ko def ci wolof waaye war nañ ci boole yeneen langue ngir gën a yaatal mbiri Serigne Touba. kon loolu moo tax ma fas yéene tàmbale français su ma noppee tënk li ma wax ci wolof. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Permettez-moi de remercier les initiateurs de ce forum pour le grand honneur qu'ils m'ont fait en m'invitant à participer à ces débats. Mes remerciements vont aussi à l'auditoire et à ceux qui m'ont précédé pour leur brillante allocution. Le thème que nous allons développer s'inscrit dans une logique de continuité des sujets développés précédemment. Mais la difficulté de mon exercice réside dans le fait qu'il s'agit de faire de la prospective, qui est un exercice qui consiste non pas à prévoir l'avenir, mais à élaborer les différents scénarios possibles dans le futur. La question est d'autant plus ardue qu'il s'agit d'imaginer les défis politiques futurs d'une part et l'avenir du mouridisme d'autre part. En outre, chacune de ces questions pourrait être abordée indépendamment de l'autre. D'ailleurs, plutôt que de vous annoncer des sentences, je vais vous inviter à partager avec moi les quelques pistes de réflexion que j'essayerai d'ouvrir modestement. L'analyse de l'actualité politique récente comporte d'entrée. Je rappelle que le thème que nous devons traiter est ainsi formulé: le mouridisme face aux défis politiques du futur. Pour camper le sujet, je prendrai le prétexte d'une rigueur politique. L'analyse à travers le prisme de l'actualité politique récente, c'est-à-dire les dernières élections présidentielles et législatives, fait ressortir les deux constants suivants. Les ndigal, bien que rares, émis par des chefs religieux, n'ont pas eu des résultats probants. Souvent même, ils ont été rejetés. Il y a eu un engagement politique direct avec des listes dirigées par certains chefs religieux lors des dernières législatives. Là aussi, bien qu'en net progrès, leurs scores n'ont pas été très élevés. Mais on peut espérer de leur part
qu'il puisse montrer ses chefs religieux en politique qu'au Sénégal, on peut faire de la politique autrement. À la lecture de ces faits, beaucoup d'observateurs, journalistes, analystes politiques, membres de la société civile ont vite fait de décréter l'échec, voire la mort du Ndigal. Mais il nous semble que c'est aller vite en besogne, car ces analystes, ou prétendus tels, n'intègrent pas trois données fondamentales. La position du Khalif général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, qui n'a pas donné de consigne de vote. On peut dire que les Ndigal qui n'ont pas prospéré peuvent être considérés comme périphériques, comme le disait tout à l'heure mon collègue Abdou Khader Lo, car n'émanant pas de l'autorité centrale des chefs de confrérie. Concernant le Ndigal à proprement parler, c'est faire une analyse restrictive que de le confiner à la seule sphère politique. Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine a fait récemment une brillante démonstration de la complexité du terme qui s'applique d'abord aux aspects culturels, mais aussi à tous les autres domaines de la vie des talibés. Le Ndigal est l'un des fondements même du mouridisme et l'une des bases du pacte social qui lie les membres entre eux et envers leurs guides respectifs, mais aussi les guides entre eux. Conséquemment, la mort du Ndigal conduirait fatalement à la mort du mouridisme. N'a-t-on pas l'habitude de dire Mourid Ndigal, comme le disait tout à l'heure mon ami Diom. D'ailleurs, pour l'anecdote, un de ses pourfendeurs du Ndigal a été très heureux que des talibés qui le menaçaient suite à une offense sur leurs convictions avaient reçu un Ndigal leur demandant de cesser toute action contre lui. Toutefois, la question demeure, faut-il alors affirmer que le Ndigal en matière de consigne de vote est fini, eu égard à la neutralité des derniers khalifes? À mon avis, tout devrait dépendre du contexte et des enjeux du moment, car après tout, la vocation première du Khalif général des Mourides n'est-elle pas d'encourager et de défendre les valeurs islamiques, d'œuvrer pour le bien-être spirituel et matériel de la communauté islamique en général et Mouride en particulier? Partant de là, on pourrait donc s'attendre à ce que le guide de la communauté mobilise cette dernière à chaque fois que des valeurs islamiques et que des intérêts des populations sont menacés par des hommes politiques ou des politiques qu'ils mettent en œuvre. Pour être concret, si par exemple un homme politique cherchait à interdire la polygamie, qui est autorisée par l'islam, ou à dépénaliser l'homosexualité, il est clair qu'on devrait s'attendre à ce que tous les guides religieux émettraient un Ndigal vigoureux contre cet homme politique. En ce sens, il serait intéressant de revisiter les débats suscités par la rédaction du Code de la famille en 1972 et la position ferme et courageuse adoptée à l'époque par certains chefs religieux. Je veux citer mon homonyme Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma, El Hadj Abdou Aziz Sy, El Hadj Ibrahima Niass et j'en passe. Alors, pour parler des défis politiques futurs, il y a celui de la refondation du pacte social. Cette question trouve toute sa pertinence dans le contexte actuel de remise en question des autorités traditionnelles, l'urbanisation et son corollaire d'individualisme, la réduction des structures familiales, les influences de la mondialisation, les nouvelles lois sur la parité et les droits des enfants, copiées pour l'essentiel sur le modèle occidental. De manière concrète, ce nouveau type de Sénégalais, NTS, dont on parle, qui est en train d'émerger, sera-t-il le citoyen talibé, le talibé citoyen, ce qui n'est pas la même chose, ou le citoyen tout court, c'est-à-dire libéré, entre guillemets, de toute attache religieuse ou confrérique, ou enfin le citoyen laïque, etc. Il ne m'appartient pas de vous donner ici la réponse, mais de partager la question avec vous. Quelle est donc la vocation du mouridisme par rapport à la politique?
L'éminent historien et professeur Mamadou Diouf de l'Université de Columbia à New York aux États-Unis a dit il y a quelques années, quand il était à l'UQAD, je crois, que le pouvoir économique des Mourides appellera un jour le pouvoir politique. Son analyse est certainement basée sur une étude scientifique et sur l'histoire des sociétés du monde. Certes, la communauté mouride est l'une des toutes premières au Sénégal par le nombre et par le pouvoir économique. Par contre, si on cherche à savoir si le mouridisme, entendu comme groupe plus ou moins organisé de personnes, a-t-il vocation à conquérir ou à exercer le pouvoir, comme en Iran avec Khomeini et les ayatollahs, ou plus récemment en Égypte avec les frères musulmans ou en Tunisie, je répondrai personnellement non. Autrement dit, le rôle du khalife général n'est pas celui d'un parti politique, alors même qu'il a plus d'autorité et de charisme que l'ensemble des leaders politiques réunis et que les talibés sont plus nombreux que n'importe quelle coalition politique. La différence fondamentale est que le khalife général exerce une autorité spirituelle et morale, mais non pas un pouvoir temporel, qui est fatalement éphémère. D'ailleurs, pour l'anecdote, un ancien Premier ministre disait que dans leur parti politique, tout le monde devait être considéré comme des variables et qu'il y avait une seule constante. Aujourd'hui, on peut dire que cette constante dont il parlait est devenue lui aussi à son tour une variable. Pour dire que tous les jours on entend dire tel est un ancien ministre, tel est un ancien président, donc le pouvoir temporel est fatalement éphémère. Pour faire simple, la communauté mouride a un poids politique incontestable. Pour autant, de mon point de vue, elle n'a jamais été et ne sera jamais un parti politique. Enfin, pour moi, comme pour vous, la vision de Cheikh Khadim va bien au-delà de la conquête du pouvoir temporel. Et cette vision, nous ne devons pas nous limiter à l'analyser. Nous ne devons pas nous limiter donc à l'analyser, mais nous devons nous référer au fondateur lui-même, Cheikh Ahmadou Bamba. Nous ne devons pas nous limiter à nos analyses propres, aux analyses des chercheurs, aux analyses des politologues ou des analystes, mais nous devons remonter à la vision même du Cheikh. Quelle est sa vocation, quelle est la vocation du mouridisme? Pour le comprendre, nous devons remonter à l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Rappelons-nous ce que Cheikh Mohamed Lamine Diop Dagana nous a raconté dans Irwa al-Nadim. Il a dit qu'à la disparition de Mamor Anta Sali, père du Cheikh, bien que très jeune, c'est lui que les dignitaires religieux et compagnons de son père avaient fait appel pour sa science, sa sagesse et la confiance que Mamor lui témoignait, pour aller voir le Damel Ladjor afin qu'il le nomme pour remplacer son père comme conseiller spécial du roi. Sa célèbre réplique et son refus de se tourner vers un autre roi autre que Dieu avait à l'époque suscité l'étonnement général. Certains l'avaient pris pour un esprit dérangé car ils ne pouvaient pas comprendre qu'on puisse refuser un tel honneur alors que toutes les autres personnalités religieuses de l'époque, beaucoup plus âgées que lui, convoitaient le poste. D'où d'ailleurs ces deux réponses célèbres, Khalou Liyarkan ou Khalou Safihun. Donc très jeune, il a clairement montré que sa vocation n'était pas la conquête du pouvoir temporel. Rappelons-nous ces mots de l'administrateur colonial Lassel, rapportés par Cheikh Mohamed Bachir dans Minan al-Baqi Khadim, qui écrivait Lassel en 1915 sur le Cheikh, je le cite, après bien entendu une enquête très fouillée et très pointue sur le Cheikh.
puisque Serigne Bachir raconte dans son livre que c'est la selle. Parfois, il attendait la nuit et ne passait pas par les portes, essayait de passer par des voies dérobées pour surprendre le chef et savoir quelle était son occupation, puisqu'on lui avait demandé de faire une enquête fouillée sur vraiment les dessins de ce chef Ahmadou Bamba, puisqu'on l'avait exilé en l'accusant de chercher le pouvoir temporel. Après avoir fait cette enquête fouillée, il a écrit, je le cite, « La soumission des hommes à lui est extraordinaire et leur amour pour lui les lui rend inconditionnels. » Il poursuit, « Les plus injustes des hommes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations consistant à lui prêter l'ambition du pouvoir temporel. » Et il a ajouté, « Je sais que les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce chef. » Fin de citation. Je dois juste ajouter un petit commentaire sur la première phrase de cet administrateur colonial. Quand il dit « La soumission des hommes à lui est extraordinaire et leur amour pour lui les lui rend inconditionnels », je dois dire oui, ce qui était vrai en 1915 l'est toujours aujourd'hui. La soumission des mourides au cheikh et leur amour pour lui les lui rend toujours aussi inconditionnels. Au regard de ce qui précède, il est clair que la vocation du cheikh et de sa voix n'est pas la conquête du pouvoir temporel. Par contre, je dirais qu'il serait tout à fait normal que des mourides individuellement, à travers les mécanismes démocratiques en vigueur dans le pays, peuvent tout à fait prétendre à diriger politiquement le pays, car ils sont des citoyens sénégalais à part entière et non pas des citoyens entièrement à part. Mais la vocation du mouridisme en tant que doctrine ou voie spirituelle reste fondamentalement une vocation universelle et humaniste qui est de rendre service. Rendre service à soi, à ses proches, à ses semblables et même à la terre toute entière, d'où l'importance primordiale de la khidma dont parlait tout à l'heure mon frère et ami Serigne Abdou Aziz, qui est un concept exceptionnel et extraordinaire que nous devons encore expliciter, revisiter et théoriser. Cette vocation de khidma trouve sa quintessence dans cette fameuse prière de Cheikh al-Khadim, serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire que toute l'humanité, le bien-être de toute l'humanité le préoccupe. Il a dit Ya Malik al-Mulki ya man jalla an qawadin irham jami' al-wara ya hadiyan radaa. Plus concrètement, l'histoire du mouridisme est jalonnée d'actes qui illustrent cette vocation. Par exemple, rappelons-nous le geste de Cheikh Ahmadou Bamba dans les années 20, qui, malgré ce qu'il a subi du colonialiste français, a fait une contribution de 500 000 francs français pour éviter une dévaluation de la monnaie d'alors, plus que toutes les sommes collectées dans l'Afrique occidentale française. Le cheikh avait fait ce geste dans un souci d'être utile aux populations qui n'auraient pas manqué de souffrir d'une dévaluation du franc. Et que dire de Mame Thierno Birahim, illustre frère du cheikh qui a fourni quantité de nourriture pour les soldats engagés dans la Première Guerre mondiale. Plus récemment, on se rappelle que Cheikh Salihou radiallahu anhu disposait d'une caisse pour contribuer financièrement à l'édification de toute mosquée à travers le Sénégal et même à l'étranger. Il ne se souciait pas du lieu ni de la confrérie des initiateurs. Tout ce qui l'intéressait, c'était de faire œuvre utile, car il a fait sien cet enseignement prophétique qui dit « Le meilleur d'entre les hommes est celui qui leur est le plus utile ». Rappelons-nous que Cheikh Mohamed Mourtada radiallahu anhu demandait toujours aux talibés de la diaspora d'appeler les cœurs Serigne Touba par le nom de cœur islam. Une manière de dire que les biens du Cheikh sont les biens de tous les musulmans.
Les grandes conférences qu'il organisait se tenaient à l'ONU ou à l'UNESCO, qui sont aussi des lieux de pouvoir politique. Enfin, il y a quelques mois, l'actuel Khalif général Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, que certains ont mis parmi les citoyens simples, comme disait mon ami Seri Khadim l'autre jour, a débloqué une somme de 1 milliard de francs CFA pour soutenir le gouvernement face aux inondations. S'il avait demandé que cette somme soit utilisée exclusivement à Touba, qui a été aussi durement touché, personne n'y trouverait à redire. Mais cette contribution est destinée à toutes les victimes du Sénégal sans discrimination. N'est-ce pas là une preuve de plus que la vocation de rendre service du mouridisme? Oui, et on l'oublie très souvent. Le financement de certaines infrastructures par les mourides eux-mêmes rend un très grand service à tous les Sénégalais, sans distinction de confrérie et de religion. En effet, la construction, par exemple, de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni par les talibés à la place du gouvernement à hauteur de 6 milliards a permis à l'État d'être en mesure financièrement de pouvoir satisfaire les demandes en centre de santé et en dispensaire dans beaucoup d'autres villes ou villages du Sénégal. Ça, c'est une contribution du mouridisme pour tous les autres Sénégalais. Ce ne sont là que quelques exemples. Donc, au vu de tout cela, on peut affirmer que la vocation du mouridisme a toujours été et devra être, plus que par le passé, une vision, une manière d'être et une œuvre éminemment islamique, c'est-à-dire au service du bien-être de tous dans ce monde et dans l'au-delà. Mais pour réussir cette vocation universelle, le mouridisme aura besoin de relever un certain nombre de défis pour le futur. Cet exposé pourrait s'arrêter là si nous considérons la politique dans un sens très restrictif qui est celui de la compétition électorale. Dans ce cas, la politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde, comme le dit Paul Valéry. C'est pourquoi il faudrait en avoir une vision plus large qui est celle de la gestion des affaires de la cité. En effet, convenons que nous sommes dans la République du Sénégal. Or, le mot République provient du latin respublicae qui signifie, en sens propre, chose publique, et désigne les affaires et l'intérêt général. Ces affaires concernent donc tous les aspects de la société qu'ils soient social, économique, éducatif, culturel, etc. C'est pourquoi on parle souvent de l'ubiquité de la politique, car si tout n'est pas politique, la politique s'occupe de tout. Sous cet angle, les défis politiques à relever par le mouridisme sont nombreux et multiformes. J'en citerai quelques-uns. L'un des défis majeurs auxquels seront confrontés les mourides en tant que groupe est le défi de l'unité de la communauté autour du khalife général. Tout acte par un dignitaire mouride visant à faire cavalier seul en donnant des ndigals sous le manteau du mouridisme pour des intérêts matérialistes ou individualistes contribuera à fragiliser l'unité mouride. Et nous ne devons pas nous faire d'illusions, car les hommes politiques ne nous feront aucun cadeau s'ils sentent qu'ils peuvent réussir la vieille technique qui consiste à diviser pour mieux régner. Ils n'hésiteront pas. Par ailleurs, nous savons que la plupart des pouvoirs politiques n'aiment pas la présence de contre-pouvoirs, qu'ils soient religieux ou sociaux. Comme disait Senghor, bourg dafa fiir. C'est pourquoi chacun d'entre nous devra en être conscient et s'évertuer ainsi à préserver et consolider cette unité mouride. Nous le devons à Cheikh Ahmadou Bamba, nous le devons à nous-mêmes, car il y va de notre avenir et de l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Que valent les intérêts individuels, les ambitions personnelles face à notre devoir, notre engagement envers Cheikhoul Khadim, au regard de tout ce qu'il a enduré et fait pour nous? Et sur un plan pratique et pragmatique, c'est uniquement en étant unis qu'on peut peser sur l'échiquier politique national. Pour cela, il nous faut mieux vivre la tradition bien coranique de la Shura, qui est celui du dialogue et de la concertation, car nous devons être ceux qui, comme le dit le Coran, se consultent entre eux au sujet de leurs affaires.
permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse et de faire une petite digression en saluant l'application de cette recommandation divine par le comité d'organisation du Magal, à sa tête Cheikh Bassirou Abdou Khadr, en élargissant ses bases et en incluant le maximum de ressources et de compétences mourides et islamiques dans les activités liées au Magal. Parmi les défis politiques du futur, il y a celui de la bonne gouvernance. Après tout, l'islam est une religion qui a professé la transparence, la bonne gouvernance, l'équité, la justice, bien avant les démocraties modernes. Les musulmans n'ont pas besoin de se le faire rappeler par les occidentaux. Ces valeurs sont avant tout les nôtres, car incarnées et prônées par notre religion. Et il n'est pas besoin de rappeler les nombreux versets du Coran et hadiths qui abordent ces questions. Donc le mouridisme devra toujours œuvrer pour la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance, donc rester fidèle à sa lettre et à son enseignement. Par contre, les hommes politiques qui se réclament ouvertement du mouridisme doivent savoir qu'ils sont des porte-étendards et des représentants de leur communauté. C'est pourquoi il leur incombe d'être exemplaires dans l'exercice de leur charge. Dans l'avenir, s'ils contrevenaient à ces règles avant tout islamiques de probité et d'équité, il est bon que des voix s'élèvent pour les dénoncer et non pour les couvrir par une quelconque forme de complaisance.